Quand je vais pas bien, je dis que la maladie c'est une opportunité, et quand je vais bien, je dis que c'est une chance. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si je vivais pas avec cette maladie. Le sport, ça a été vital pour moi en fait, mais vraiment vital ces 10 dernières années parce qu'en fait, ça permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. Ça permet de faire sortir ce staphylocoque, ce pseudomonase là, cette infection, ce pus, ces glaires qu'il y avait dans mes poumons. Mon objectif de vie, ce serait de mourir avec le sourire. Dans la vie, plus tu cherches, plus tu trouves, et plus tu trouves, et plus tu t'attends à trouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Paul Fontaine, un conférencier engagé au mental d'acier. Il a entre autres couru 5 marathons, fait l'ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro, ou encore la traversée des Alpes, le tout avec seulement 55% de capacité respiratoire. Et cela pour une raison très simple, Paul vit avec la mucoviscidose. Il nous dit que quand il va mal, la maladie est une opportunité, et quand il va bien, la maladie est une chance. Une preuve de résilience hors du commun, et qui retranscrit à merveille une phrase qu'il a répétée plusieurs fois durant l'entrevue, choisir l'amour plutôt que la peur. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Comment le sport permet de faire circuler les émotions, les 5 questions à vous poser quand vous avez un choix à faire, et pour finir, une anecdote aux leçons inspirantes au sujet de son aventure sur le GR10. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Paul Fontaine. Bonjour Paul, merci d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour Elodie. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer ? Eh ben oui. Alors oui, je m'appelle Paul Fontaine. Et puis, j'ai 40 ans. Je fais des conférences. Je suis conférencier professionnel. Donc, je fais des conférences partout en France sur la résilience, l'amour et le dépassement de soi. Et en fait, je raconte mon histoire en entreprise. Et j'enrobe cette histoire de 10 ans de cheminement, développement personnel et en spiritualité. Et en fait, mon histoire, c'est que je vis avec la mucoviscidose et donc une maladie génétique. Je suis né avec. C'est une maladie qui touche le système respiratoire et le système digestif. Et puis, cette maladie, en fait, elle touche 7 000, 8 000 personnes en France. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont touchés. Et puis, c'est une maladie où on en meurt jeune aussi. Jusqu'à il y a 3 ans, il y avait un âge moyen de décès de 27 ans, une espérance de vie de 47 ans. Et puis, en fait, moi, depuis 10 ans, avec 50% de capacité respiratoire, j'ai couru 5 fois le marathon de Paris. J'ai mis 4 heures en 2015, 4 heures 54 secondes, avec une association qui s'appelle Ensemble au sommet, avec Thibaut Barognan aussi, qui était mon kiné à Besançon à l'époque. Et les 3 premiers marathons, je les ai courus avec Thibaut, qui est aujourd'hui champion de France de trail, en 2023, trail court, au team Trail Salomon. Et puis, donc 5 marathons. Après, j'ai gravi 2 fois la Tour Eiffel. J'ai fait 2 fois la verticale de la Tour Eiffel. J'ai traversé la France à vélo de Besançon à la Pointe du Raz, puisque je suis originaire de Besançon. Et puis en 7 jours. Et puis j'ai fait des courses, des trails un petit peu partout en France. Le kilomètre vertical de Chamonix, le cross du Mont Blanc, le trail des Forts version 19-20 km, le Marseille-Cassis. Enfin, voilà, j'ai fait tout un tas de courses comme ça, toujours avec 50% de VEMS, donc capacité respiratoire. Et puis après ça, j'ai voulu faire de la montagne avec une association qui s'appelle Ensemble au sommet, avec la mucoviscidose qui fait que je respire à 50%. Mais moi, je trouvais ça cool d'aller au sommet du Mont Blanc pour dire à plein de gens que tout est possible. Et donc, je suis parti 4 étés en montagne à faire des semaines à 6-7 000 mètres de dénivelé positif et puis des quinzaines à 14 000 mètres de dénivelé positif entre la Maurienne et le pic du Midi, dans les Pyrénées. Et puis, j'ai fait tout un tas de sommets entre les Alpes et les Pyrénées, donc le Grand Vignemale, le mont Tabor, le Grand Paradis, le mont Rose, le mont Buet, l'aiguille du Tour, l'aiguille de Bérengère,
la brèche de Roland, le pic du Midi, l'aiguille du Midi. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et tout ça, ça m'a conduit à ma troisième tentative au sommet du Mont Blanc. Donc, je m'étais arrêté 2 fois sur la première bosse de l'arête des bosses, là, après la Brivalo à 4500 mètres. Et puis, en juin 2018, j'étais au sommet du Mont Blanc. Et après ça, moi, j'ai passé 2 ans sur mon tapis de yoga, ici à Béziers, à sortir 2 grands verres par jour de mes poumons, de staphylocoque, de pseudomonas, de trucs tout jaunes, tout verts de mes poumons. J'ai passé des journées entières et à me demander si je serais encore là dans 15 jours, à prendre conscience que ouais, tant que tu as envie de vivre, tu vis, mais comment on fait pour avoir envie de vivre? Est-ce qu'on remplit ses journées de BFM TV ou est-ce qu'on cultive la joie et l'amour? À prendre conscience que ouais, est-ce que je me soigne pour vivre ou est-ce que je vis pour mes soins? Enfin bref, et donc 2 ans comme ça pendant la période Covid. Et puis en fait, depuis 3 ans bientôt, je bénéficie d'une trithérapie extraordinaire qui s'appelle Kaftrio, qui vient des États-Unis. Et donc bon, tous les patients, donc tous les 8000 patients, tous les patients ne bénéficient pas de cette trithérapie. J'ai la chance que cette thérapie, elle marche sur moi et qu'elle a été conçue pour les gens qui vivent avec les mutations génétiques que je porte et qui conduisent aux symptômes de la mucosidose. En fait, il y a différentes mutations génétiques qui conduisent aux mêmes symptômes de la mucosidose. Et en fait, ce médicament, il a été conçu pour 75% des patients qui vivent avec la double mutation Delta F 508 homozygote comme moi. Et il y a à peu près 1500 personnes pour qui ce médicament il marche pas en fait, il marche pas ou ils sont pas éligibles à ce médicament ou alors les organes des patients sont trop fragiles pour supporter les éventuels effets secondaires. Donc j'ai beaucoup de chance de bénéficier de cette trithérapie américaine. J'ai beaucoup de chance d'être né en France, de m'être incarné dans ce pays où il y a la Sécu. Et parce que ouais, c'était vraiment très dur sur cette période de Covid. Et donc, je suis passé de 40% de capacité respiratoire à 70%, pratiquement en 2 jours, quoi. C'est absolument extraordinaire, c'est fabuleux, fantastique, merveilleux. Enfin, j'ai pas de mots, au point que mes poumons ils sont tout propres en fait depuis 3 ans bientôt, archi propres. Et j'ai pas fait de perfusion d'antibiotiques depuis 3 ans. Avant, je faisais des perfusions en intraveineuse pendant 15 jours, ouais, 2, 3 fois par an, 2, 3, 4 fois par an même, avec des antibiotiques très puissants. Et donc je vais infiniment mieux. J'en ai profité depuis 3 ans pour bader un peu, parce qu'en fait si je vais bien dans mon corps, il faudrait pas que je m'ennuie, donc je vais aller un petit peu moins bien dans ma tête. Enfin, ça fait très bizarre d'aller bien d'un seul coup comme ça. Et je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie, à quoi ça sert la vie, puis qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et je me suis demandé si je voulais faire de la charpente, des paniers de légumes, de la permaculture, enfin de la boulangerie, plein de choses. Et en fait, je relance mon activité de conférence depuis bientôt 2 ans. Et, euh, et donc, je fais des conférences depuis 2016 partout en France. Et cette activité, j'en vis depuis septembre l'année dernière. Je suis en train d'écrire un livre d'analyse du Petit Prince, parce que je suis un passionné du Petit Prince. Et ça, c'est l'objectif du mois de mai, là, c'est de finir l'écriture de ce livre. J'ai 35 000 mots là sur un fichier Word pour l'instant. J'écris avec mon cœur et avec mon amour du Petit Prince, mon envie de partager ma passion du Petit Prince. Et puis, depuis CAF Trio, depuis la trithérapie, j'ai gravi le Kilimandjaro. Donc c'était il y a 2 ans et demi avec un skipper du Vendée Globe, Maxime Sorel, qui est le parrain national de l'association Vaincre la mucoïcidose, et qui a fini 10e du Vendée Globe il y a 4 ans et qui repart sur son 2e Vendée Globe le 10 novembre là. Donc Maxime, il y avait une championne du monde de kayak, il y avait mon grand frère, il y avait une association avec moi qui s'appelait Gravir pour guérir, qui comme Ensemble au sommet, ce sont 2 associations qui récoltent de l'argent pour vaincre la mucoïcidose. Ensemble au sommet, c'est au niveau du trail et du ski de rando, et puis Gravir pour guérir, c'est plutôt des gens vers Limoges qui font d'autres types d'événements. Donc le Kilimandjaro, 5895 mètres. Et puis, il y a 2 ans, l'été, j'ai fait la grande traversée des Alpes tout seul et en autonomie, 600 km, 40 000 mètres de dénivelé positif, avec ma tente, mon réchaud, mon panneau solaire. J'ai mis 23 jours et
j'ai pris un grand kiff à photographier toutes les fleurs que je pouvais avec mon téléphone. Et puis l'été dernier, j'étais sur le GR10 dans les Pyrénées, entre Banyuls et Bagnères de Bigorre. Puis après, j'en ai eu marre, il n'y avait pas autant de fleurs que dans les Alpes, donc je suis rentré chez moi. Et là, bah, je viens de courir. C'est la première course que je fais depuis la trithérapie, depuis 4 ans quasiment. Et c'était dimanche. Et j'étais sur le marathon expérience de la Maxi Race à Annecy. Où là, bah, alors, il y avait tellement de boue que l'organisation a tronqué la fin de la course. Et en fait, on a fini en bus. Et on n'a pas fait le Mont Verrier là, mais bah écoute, j'ai fait 30 bornes et 1700 D+. Donc c'était une très très belle expérience pour moi. J'ai doublé plus de 600 personnes, principalement dans les descentes, et je me découvre un vrai talent de descendeur. Je pense que le yoga, je suis en formation pour devenir prof de yoga là, et donc je serai certifié bah, ce week-end. Et je pense que le yoga que je pratique depuis 2 ans un peu plus intensément, bah là me rend plus fluide, plus flexible, plus souple, plus agile en descente là dans la boue, et le fait aussi que mes poumons soient tout propres, ça me rend plus flexible aussi. Et voilà, je me suis tapé un vrai kiff avec mon pote de Laurent d'Ensemble Sommaire, et ça me donne envie d'aller faire d'autres courses type marathon trail quoi. Voilà. Et puis bah là, sportivement, bah j'ai prévu d'aller faire des petits treks dans les Alpes cet été, les Écrins, le Tour des Glaciers de la Vanoise, des choses comme ça. Et puis il y a le Mont Toubkal au Maroc avec Gravir pour guérir, donc c'est 4200 mètres en octobre. Et puis à côté de ça, bah moi je rêve toujours du marathon des sables. Je rêve ouais de faire d'autres 42 là, et puis d'une traversée de la France aussi en courant. Peut-être à l'occasion du Vendée Globe, on verra. Je vais voir. Ok. Voilà un petit peu ce que je fais et puis qui je suis. Qui je suis, tout ça, ça me définit un petit peu. Et puis je suis mes valeurs, l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté. Et je suis quelqu'un qui suis très attaché à l'intégrité, au fait d'être aligné. Et j'ai envie d'incarner ces valeurs à chaque instant, de rayonner, de briller comme un soleil. C'était l'intention de mon année 2024, tu vois. Et comme dit Nelson Mandela, faire scintiller notre lumière, c'est permettre aux autres d'en faire autant. Et ben, je fais ça, ma lumière dans mon regard au travers de la méditation, du yoga. Je médite beaucoup en ce moment, et j'ai beaucoup travaillé sur moi là sur l'année qui vient de s'écouler. Et voilà un petit peu ce que je fais. Donc oui, je parle d'amour en entreprise, et parce que j'aimerais que l'amour devienne une valeur d'entreprise. Voilà. OK. Je pense qu'on va y revenir sur cette notion. Juste Ouais. avant, si on revient un petit peu dans le passé, je serais curieuse de savoir, toi, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le sport? Et qu'est-ce qui t'a donné justement ce goût du défi, cette envie de faire des courses, des sommets et toutes ces choses-là? Ouais, ouais. Écoute, Elodie, alors déjà le sport, ça a été vital pour moi en fait, mais vraiment vital, ces 10 dernières années, parce qu'en fait, ça permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. Ça permet de faire sortir ce staphylocoque, ce pseudomonase là, cette infection, ce pus, ces glaires qu'il y avait dans mes poumons. Et c'était vraiment, ça fait partie du traitement en fait pour moi. Et même si à l'hôpital, on me suggérait de conserver une capacité respiratoire, défendre par rapport à la maladie, maintenir un état quoi. Et moi, ça me suffisait pas. Je me retrouvais à faire du sport à Besançon sous la pluie ou quand il faisait -10. Toute l'année, en fait, je faisais du sport. Au départ, en fait, quand j'ai commencé à courir, c'était en septembre 2012. Ouais, quand j'ai rencontré Thibaut. Et je courais pas avant. Avant, je faisais juste du vélo. Et, et en fait, ouais, ouais, je faisais du sport toute l'année, tout l'hiver, en fait. Et je me sentais. Enfin, c'était énormément de sacrifices pour moi de faire ce sport comme ça. J'aimais pas les sports d'endurance, j'aimais pas courir. C'était très dur pour moi au départ. Je faisais juste 20 bornes à vélo, tu vois, une fois par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis 7 fois par semaine. Bref, jusqu'à ce que je bosse avec Christophe Mallardet en 2015 et qu'il m'apprenne l'importance de la récupération. Donc Christophe qui était le préparateur physique du team Trail Salomon, et donc préparateur physique de Thibaut. Et puis
Bah, je faisais du sport presque tous les jours et en fait, je me sentais comme Sisyphe. Tu sais, ce personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par Zeus à monter en son rocher en haut de la montagne. Et ce fameux rocher qui redescendait tous les soirs, bah, moi, il fallait que je fasse du sport. Donc, en fait, tout ça, il fallait que ça serve à quelque chose, tous ces sacrifices, pendant que les autres, ils buvaient des coups en terrasse avec les jolies filles. Bah, moi, j'étais sur mon vélo en train de cracher mes tripes et mes boyaux. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, il n'y a pas de sportif fait du sport sans bisous, sans podium, sans bouquet de fleurs, sans gloire, sans idée de progresser dans le sport et pour moi face à la maladie et que bah défendre quelque chose ça suffit pas pour aller faire du sport quand il fait -10 et au contraire j'avais l'envie de progresser d'augmenter ma capacité respiratoire de la faire remonter même si on m'avait dit que c'était impossible. Mon médecin m'avait dit que c'était impossible quand j'ai couru le marathon quand j'ai voulu courir le marathon de Paris. Mon médecin m'avait dit c'est impossible, tu vas pas y arriver. Le Mont Blanc, il m'a dit la même chose. Et en fait, ça me plaît. Je pense que j'avais besoin de ça et ça m'a plu de chercher à faire mentir les médecins en fait. Et j'ai réussi à faire monter ma capacité respiratoire avant la trithérapie et quand j'ai réussi ça, il me dit ouais c'est pas possible, c'est la machine qui a dû bugger. Mais bref, moi ça me plaît. Et en fait, et mon histoire si je fais un petit flashback par le passé avec le sport. Alors je viens du milieu agricole. Dans ma famille, on prend pas de risques, on gère les choses en bon père de famille. Mon père, il est paysan, donc il sème, il moissonne, il ressème et il remoissonne, tu vois, il vit au rythme des saisons. Ses mots préférés, c'est il y a pas de souci et il faut être raisonnable. Donc tu vois, j'ai pas été élevé dans une culture du défi ou du dépassement de soi, ni rien du tout. Je courais avec mes frangins une fois par mois, le samedi après-midi quand il pleuvait et qu'on se tapait dessus à la maison. Et c'est tout en fait. Et donc bah tout cette envie de bouffer la vie dans le sport, de m'épanouir dans le dépassement de soi, ça vient de moi en fait et du fait que ouais j'ai eu des prises de conscience il y a un peu plus de 10 ans parce que je faisais des siestes de plus en plus longues et puis c'était suite à une grosse déception amoureuse aussi. Moi j'étais amoureux tout seul quand j'étais à la fac. Et mes amis m'appelaient le roi du râteau. Je, mais j'en rigolais aussi. Enfin, et en fait, ouais, c'était une déception amoureuse. En fait, moi, quand les filles, elles me plaisaient vraiment, bah, j'allais les voir, puis je leur disais, ah, bah ouais, je suis Paul, je vais mourir, je vis avec la mucoïcidose, forcément, je me mettais à chialer. Puis la fille, elle se barrait en courant, quoi. Et donc, euh, bah ouais, j'ai évacué tout d'abord beaucoup de colère dans le sport, dans le vélo, et j'allais rouler. Je partais rouler, j'avais la tête comme as et je rentrais, bah, tu laisses beaucoup de choses le long des routes et le long des sentiers. Et puis petit à petit, bah, ça marchait plus. Alors je me suis mis à écrire dans un journal intime et j'ai beaucoup écrit dans mon journal l'année dernière parce que j'en ai beaucoup chié. Et donc j'ai écrit dans un journal, je me suis mis à lire des livres de développement personnel, des livres sur le dépassement de soi et à travailler sur moi. Et puis ben donc ça représente tout un tas j'ai ma bibliothèque à côté de moi. J'ai lu tout un tas de bouquins en abordant ces livres en me disant que bah ouais, ce livre, l'histoire que dedans, même si c'est un livre de Laurent Gounel par exemple et que c'est une fiction potentiellement, bah ouais, moi où j'en suis par rapport au héros du livre quoi, où j'en suis moi par rapport à ça, qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans ma vie. Et en fait, j'ai abordé tous ces livres en me disant que les réponses à mes questions elles étaient dedans. Et petit à petit, ben voilà, tout ce que je veux te dire par là, c'est que tout ce que j'ai fait sportivement, je l'ai pas fait avec mes jambes, je l'ai fait avec ma tête, avec mon mental, c'est sûr, mais aussi avec mon cœur, et même si sur le premier marathon, c'était une question de vie ou de mort pour moi d'y arriver, et j'étais un peu en mode bourrin et j'ai fait des bêtises dans mes expérimentations, puisqu'en fait, depuis le marathon de Paris en 2013 là, j'ai testé des choses tous les jours pour être mieux demain. Donc j'ai posé tout un tas d'actions au quotidien. Je travaille sur mon hygiène de vie, sur les index glycémiques, sur les épices, les oméga 3, euh, sur mon environnement de vie, j'ai simplifié énormément de choses dans mon environnement parce que enfin, mes enjeux, ils étaient tellement dans mes poumons que enfin, voilà, la vie c'est pas fait pour se faire chier. Donc j'ai simplifié beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur l'hydratation, sur les étirements, sur voilà, tester des choses tous les jours.
et de voir ce que ça fait. Et en fait, je me suis rendu compte sur mon premier marathon qu'en fait, j'apprenais le dépassement de soi et le fait de courir comme ça, sur un défi comme ça, un rêve, j'apprenais beaucoup de choses sur la maladie, j'apprenais beaucoup de choses sur moi et que c'était un catalyseur de vie, tout ça. Un catalyseur d'émotions aussi au travers des personnes qui venaient me voir sur la course. Enfin, il y avait des parents de gamins de petits enfants qui sont grands comme la table et qui vivent avec la mucosidose qui venaient me voir quand je bossais encore à Decathlon à Besançon et qu'on avait les larmes aux yeux parce qu'en fait, tu peux avoir un travail, tu peux avoir une copine, tu peux avoir de l'argent, tu peux courir des marathons avec cette maladie et c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et à cette époque-là, on avait récolté 8 000 euros pour l'association Vaincre la mucoïcidose. Enfin, il s'était passé beaucoup de choses. Et je dis souvent que si j'ai 10 raisons de faire ce que je fais plutôt qu'une, je suis 10 fois plus motivé. Et donc, c'est à moi de me trouver les 10 raisons. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, dans le coaching, on parle du plus petit pas possible. C'est quoi la plus petite action que tu peux faire qui te rapproche de ton objectif? Et en fait, quand j'ai commencé à courir comme ça, un pied devant l'autre. Et le talon du pied de devant, il touchait les orteils de derrière, quoi. Et le principe de la course à pied, c'est d'avoir les deux pieds décollés du sol pendant un laps de temps. J'en étais juste là, en fait. Et en fait, ça c'est cool, mais moi ça m'excitait pas. Et moi, ce qui m'excitait, c'était et ce qui m'excite toujours, c'est Oscar Wilde qui dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue quand on les poursuit, qui dit qu'il faut toujours viser la lune car même quand t'es d'échecs, on atterrit dans les étoiles. Et moi, j'avais besoin des symboles, j'avais besoin de vibrer en fait, d'écouter à l'intérieur. Pour moi, c'est l'amour, c'est ce qui vient du cœur, c'est la petite larme qui coule le long de mes joues quand je pense à quelque chose de super beau, quand j'ai un rêve en tête, un super projet. C'est la chair de poule que je vais avoir sur mes bras, c'est les poils qui se dressent, c'est le que dans les tripes là et qui putain, il faut que je le fasse quoi. Ouais, j'ai peur, mais il faut que je le fasse. Et si je le fais pas, je vais regretter. Et c'est ça que je suis allé écouter en me lançant dans ces marathons. Et j'y suis allé en mode, pareil, une autre citation de Napoleon Hill qui dit brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien quand vous voyez que vous pouvez plus reculer. Et c'est l'histoire du capitaine du bateau pirate qui va couler son bateau avant passer à l'abordage du galion espagnol. Et moi, j'aime ça, j'aime ces extrêmes-là et j'avais besoin de ça, en fait. Et qu'en fait, quand on s'engage, qu'on est passé sur France 3, que les parents viennent me voir dans mon ancien boulot, que, voilà, je me suis engagé avec tout un tas de personnes autour de moi, je suis obligé de les courir, c'est avec ces 42 kilomètres. Et donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur moi pendant ces courses et petit à petit, j'ai ciselé des outils, j'ai affiné des outils qui me servent encore aujourd'hui pour m'étirer, pour parfois faire sortir le mucus qui coince un peu au fond de ma gorge. Et, et voilà un petit peu mon histoire par rapport au sport, sachant que quand j'étais petit, j'étais en forme, je courais, je faisais, comment dire, je gagnais encore le cross de l'école quand j'étais en quatrième, et puis c'est après, plus tard, que la maladie a évolué, que je me suis mis à cracher du sang, enfin bref. Et puis les 40% de capacité respiratoire que j'avais pendant le Covid, je sortais 2 verres de mes poumons, donc et malgré les 40%, donc si j'avais pas fait tout ça, clairement je serais mort. Moi, c'est pas ok. La trithérapie aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis en vie, mais il a fallu que j'atteigne l'âge de cette trithérapie, et ça c'était oui, il y a eu les antibiotiques, oui, il y a eu le médecin, mais moi, si j'avais pas fait tout ça, je serais mort. J'avais besoin de ces extrêmes, en fait. Voilà un petit peu mon parcours au travers du sport et cette envie, ouais, de réaliser mes rêves, de me bouger et au travers de mes prises de conscience. Donc, je te disais, ouais, je me suis dit, en fait, ce qui a été fondateur pour moi, c'est j'ai le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. J'ai le choix d'attendre, là, de rester dans mon canapé et puis d'attendre de crever, en fait. Parce que c'était ce que j'étais en train de faire, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont passifs par rapport à leur vie. Et j'ai choisi d'être acteur de mon bonheur, d'être acteur de ma santé, plutôt que d'attendre après les chercheurs, les médecins, l'amour, le travail, attendre, passer sa vie à attendre de crever, en fait. J'ai choisi de me bouger les fesses et de me lever de mon canapé, d'aller me battre, et d'aller chercher le bonheur partout là où il est. Et en me disant aussi que c'est moi, alors j'aime beaucoup Invictus, là, ce poème là qui est récité par Morgan Freeman, Nelson Mandela dans le film, qui dit que je suis le capitaine de mon âme et je suis le maître de mon destin.
c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. C'est pas mon médecin, c'est pas la maladie, c'est moi le patron en fait. Et ça aussi, ça a été fondateur pour moi, ce genre de mindset là. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, ce qui me nourrit dans tout ce que je peux faire là depuis 3 ans, c'est l'amour. Alors, c'est vrai que le sport, je disais tout à l'heure, ça m'a permis d'évacuer beaucoup de colère, de la transformer cette colère cette émotion. C'est une émotion, la colère, c'est ex movere, donc c'est une émotion, c'est quelque chose de chouette, de vivre des émotions, c'est un cadeau parce qu'en fait, ex movere, ça veut dire que c'est la colère, c'est quelque chose qui me met en mouvement vers quelque chose. À moi de transcender cette colère, de la magnifier, de la transformer en quelque chose de positif. D'abord, ça a été de la rage de vivre, de la rage de vaincre, de la rage de vivre, et aujourd'hui, je transforme la colère au lieu de me dire, ouais, c'est la faute des autres, les autres, c'est tous des cons, moi, je me dis, ouais, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et ça fait 10 ans que je me dis ça, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Et aujourd'hui, la colère, je la transforme en amour, et en fait, quand je suis capable d'aller faire 2000 D+, en montagne, juste pour aller voir les fleurs, en fait. Et en amour de soi, dans tout ce que j'ai fait, c'est un peu désordonné ce que je raconte, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un but de santé, dans un but de tous ces défis sportifs. Le but final, c'était de respirer, c'était de donner du sens à ce que je faisais au quotidien dans ma pratique sportive, de garder la foi et la motivation pour aller faire du sport sous la pluie. C'est que ça. Et le reste, tous ces défis, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas très important en fait. Ce qui était le plus dur pour moi et le plus vital, c'est le sport du quotidien. Et donc voilà, ce que j'ai fait, c'est magnifier la colère, la transformer tout doucement en amour. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je continue à faire aussi au travers de la tristesse que je vis beaucoup là depuis un petit peu plus d'1 an. Et c'est une émotion que je connaissais pas, tu vois, et que je savais pas gérer non plus, puisque pour moi la tristesse c'était juste bon à attendre à chialer au fond de mon lit en attendant de crever. Et en fait, je me rends compte que la tristesse, c'est ce qui m'amène à méditer, à revenir dans mon cœur, à mes valeurs, à l'amour, pour ensuite aller vers les autres. Et quand je médite, je transforme la tristesse en petit sourire pour l'instant, en petit sourire qui se dessine sur mes lèvres, en joie et en amour aussi. Et mon objectif de vie, ce serait de mourir avec le sourire. Tu vois, mourir avec ce regard de vieux qui est espiègle, qui a les yeux qui pétillent, un peu comme Jean d'Ormesson, je sais pas si tu te rappelles. Non. Mais voilà, j'ai envie de mourir avec un petit sourire dessiné sur les lèvres et au travers de tout ce que j'expérimente. Et tu vois, le sport, c'est une prise de conscience aussi que j'ai eue récemment. Le sport, comme la méditation, ça fait circuler les énergies. Parfois, avant, j'allais courir, j'étais en colère, je revenais, j'étais plus en colère. Et puis, parfois, maintenant, aujourd'hui, tu vois, là, j'ai fait la course dimanche. Puis je sais qu'à chaque fois que je cours beaucoup comme ça, le lendemain, j'ai un petit coup de blues, j'ai de la tristesse. Et je pense à mon ex. Et, et ouais, ça fait circuler les énergies. En fait, c'est chouette. C'est comme la méditation. Et du coup, ça évite que la tristesse ou la colère, elle stagne dans mes poumons et dans mon corps, sachant que la tristesse, les poumons en médecine chinoise, c'est lié à la tristesse. Et du coup, ça, c'est hyper puissant. Et je suis venu au yoga, tu vois, il y a 10 ans, en me disant, tout ce qui bouge pas dans le corps, c'est potentiellement sujet à maladie. Et on peut choisir que cette phrase, elle est anxiogène, mais on peut choisir que cette phrase, elle est hyper challengeante aussi. Et moi, je préfère le deuxième aspect des choses. Et c'est aussi le message du Petit Prince. On a le choix entre la peur. On peut choisir la peur, on peut choisir l'amour. On choisit ce qui nous fait avancer, ce qui est moteur pour nous. Et donc, ouais, je magnifie aussi aujourd'hui cette tristesse en quelque chose de positif. Voilà un petit peu ce que je fais au travers de tout ça. Ok. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur ta motivation première à faire du sport. Tu me disais que c'était uniquement dans un point de vue santé, que toi, tout ce que tu voulais, c'était respirer. Donc, est-ce que tu penses que sans la maladie, tu aurais fait autant de choses? Alors, ça s'applique au sport, mais au final, je pense que ça s'applique à l'ensemble de ta vie. À quoi Ouais. ressemblerait ta vie, tu penses, sans la maladie? Je sais pas. Tu sais, quand j'avais 26 ans, j'étais débile et j'étais très superficiel. Je portais un masque, je faisais semblant de plein de choses, je faisais mes pompes le matin avec mon kiné. On faisait 1000 pompes par jour en 30 minutes là. Et je mettais mes t-shirts moulants et j'avais plus de poitrine que tout un tas de nanas. Et ça me faisait rire.
Puis je mentais bien, en fait. Je mentais aux autres. Je leur disais pas. En fait, mes amis au lycée, ils ont su que je vivais avec la mucoviscidose 15 jours avant le bac et encore, ils m'ont pas cru, tu vois. Tellement je paraissais en forme. Mais à un moment donné, ouais, tu peux pas tricher. Le corps, il triche pas. Le corps, il ment pas. Et même avec les petites questions qu'on a dans la tête, tu sais, le jour où il pleut, quand il vient de se faire larguer, là, ces fameuses petites questions, hein, qu'on met sous le tapis parce qu'on veut pas y répondre, parce qu'en fait on sait que derrière la petite question qui est grande comme ça, après il y a celle-là avec la réponse qui va avec, puis après il y a celle-là, puis après il y a celle-là, puis après il y a la grande question avec la grande réponse qui va avec. C'est des peurs en tiroir, c'est des poupées russes, des poupées matriochka, puisque la Russie est à la mode en ce moment. En fait, ouais, donc ces petites questions, on évite de se les poser, on les met sous le tapis, mais en fait elles nous poursuivront toujours jusqu'à notre mort. Et c'est Georges Guinemer, moi je suis un passionné d'aviation aussi, qui dit il faut faire face. Et Georges Guinemer attaquait les Allemands face au soleil pendant la Première Guerre mondiale. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que ouais, donc j'étais sacrément teubé quand j'avais 26 ans, mais en même temps c'était chouette. J'ai eu la chance d'avoir une vraie enfance parce que j'ai la chance d'avoir un degré d'atteinte de la maladie qui m'a permis de faire et qui me permet encore de faire tout ce que je fais. Et que bah il y a des enfants, il y a même des bébés, il y a même des fœtus qui sont encore dans le ventre de leur mère et des enfants qui sont même pas encore nés, qui sont déjà en occlusion intestinale. Et je te disais tout à l'heure, la mucoviscidose, c'est pas seulement une maladie respiratoire, c'est aussi une maladie digestive. En fait, c'est toutes les sécrétions du corps qui sont un petit peu plus épaisses au niveau des poumons. Donc le mucus dans mes poumons est plus épais, du coup il s'accumule, il y a de l'infection qui se met dedans, des poussières, tout un tas de trucs. Et ça crée un encombrement bronchique permanent et une diminution progressive de la capacité respiratoire, puisque au Québec ou aux États-Unis, cette maladie, elle s'appelle la fibrose kystique ou la cystic fibrosis. Et ça fait des kystes dans les poumons, comme des petites cicatrices en fait. Et une cicatrice, bah, tu sais que quand tu as une cicatrice, la peau elle est plus dure, elle est moins flexible. Bah, c'est ça qui se passe. Et au bout d'un moment, bah, les alvéoles, elles font plus leur boulot parce qu'elles sont enquistées comme ça. Et donc, bah, ça, cette fluidité des sécrétions du corps, on retrouve aussi cette problématique au niveau des intestins, au niveau du pancréas, où en fait, bah, tout ce qui me sert à digérer les graisses, les oméga 3, les vitamines, tout ça qui est tellement important pour les défenses immunitaires et l'aspect anti-inflammatoire, bah, je digère pas bien ces choses-là, donc je prends, même encore aujourd'hui, hein, même avec la trithérapie, parce que la trithérapie, elle gère le problème au niveau respiratoire, même si j'ai fait de nouveau des antibiotiques en comprimé à 3 reprises au début de l'année. C'était pas des perfusions, mais c'était quand même en comprimé. Donc en fait, je suis pas guéri, hein. Je suis pas guéri. Il y a quand même un peu ce truc-là qui dit attention, hein, fais gaffe à ton hygiène de vie, continue de bien t'étirer, faire du sport. Hein. Voilà, tout ce qui bouge pas dans le corps est potentiellement sujet à maladie. Voilà, tous ces trucs-là, quoi. Donc je fais attention. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des enfants, des bébés qui sont beaucoup plus atteints que moi. Et donc j'ai la chance de faire tout ce que je fais. J'ai cette chance à 30-40 ans. Et en fait, déjà depuis 10 ans, je disais à d'autres patients. Et en fait, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a des enfants qui vivent avec la muco, qui sont beaucoup plus atteints que moi et qui du coup, ils perdent un peu leur insouciance d'enfant en devenant hyper responsables de leur santé. C'est chouette, c'est impressionnant de les voir, ces enfants. J'ai vu des gosses, je pense à Zélie, elle faisait autant de sport que moi, elle s'est dépouillée pour sa santé, mais de ouf. Et c'est hyper impressionnant. Mais en même temps, moi je me dis que voilà, on a des enfants là qui se battent tellement, ils perdent un peu en insouciance, ils perdent cette maladie leur vole un petit bout de leur enfance. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une vraie enfance à la ferme avec mes frangins, à faire des bêtises et d'avoir été en forme dans mon enfance. Ça j'ai beaucoup de chance pour ça. Et en fait, ce que je dis aussi aux autres patients à qui je peux parler, qui vivent avec une mucoviscidose ou tout un tas d'autres maladies ou de cancers, c'est qu'en fait, je dis ça depuis 10 ans, mais déjà à 30 ans, ouais, comment dire, euh, j'ai compris plein de choses de la vie aujourd'hui au travers des bouquins, de mes expériences de vie, du dépassement de soi, qu'il y a des gens, ils ont 90 ans, ils comprendront jamais, en fait. Il y a des gens, ils meurent, pardon, mais cons. Et en fait, ben, moi, j'ai compris plein de choses que la vie, la beauté de la vie, elle est là. En fait, tout est là, tout est simple. Et j'aime beaucoup Henri Matisse qui dit qu'il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Mais
je, je suis plus à même de comprendre ce que c'est que le bonheur aujourd'hui que des gens, ils ont 90 ans, tu vois. Et quelque part, bah, à 30 ans, si j'ai compris ça, bah, j'ai gagné 60 ans par rapport à cette personne de 90 ans. Et au final, ben, j'aime beaucoup aussi Anne-Dauphine Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle Deux petits pas sur le sable mouillé et qui raconte l'histoire de ces deux filles, Azilis et Thaïs, qui vivaient avec la leucodystrophie. Tu sais, c'est l'association Ella de Zidane, dont Zidane était parrain. Et ben, dans ce livre, elle dit, quand on peut plus ajouter un, des jours à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. Et finalement, bah, la maladie, depuis 10 ans, en fait, me permet de vivre plus intensément. Et le défi sportif aussi me permet de vivre, parce que c'est un catalyseur de vie, me permet aussi de vivre plus intensément et de mieux, ouais, de me taper des kiffs en nature, à respirer les petites fleurs, hein, avec les oiseaux, enfin, des choses simples, en fait, des choses simples, sentir les fleurs avec son nez, enfin, pendant 1 ou 2 ans, à un moment donné, j'avais presque plus d'odorat tellement j'avais de mucus dans le nez. Et le fait de redécouvrir l'odeur des fleurs, mais quel bonheur, quel bonheur. Et donc là, la maladie, c'est une chance pour ça. Et c'est une chance, c'est un, c'est une chance pour moi d'expérimenter ça, de magnifier cette maladie, de la transformer en quelque chose de beau et pour pouvoir ensuite offrir ça aux autres. Donc, quand je vais pas bien, je dis que la maladie c'est une opportunité, et quand je vais bien, je dis que c'est une chance. Mais ma vie, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si je vivais pas avec cette maladie. J'aurais jamais fait. Aujourd'hui, je fais des conférences aux quatre coins de la France. La semaine dernière, c'était pour AstraZeneca. La semaine prochaine, c'est pour Decathlon Languedoc-Roussillon. Enfin, et en fait, je rencontre plein de gens extraordinaires au travers de ce que j'ai pu faire, au travers des enseignements que j'ai pu tirer de tout ça aussi, et des messages que je peux donner dans ma conférence. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Donc, ouais, la maladie, c'est une chance. Ok. En parlant de tes conférences, justement, j'aimerais savoir un petit peu, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet exercice? Est-ce que tu as toujours eu un talent inné pour la prise de parole en public? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu? Bah écoute, alors moi quand j'étais au lycée, oui, j'étais super timide. J'étais incapable d'aligner 2 mots devant une fille et j'étais comme Obélix qui parle à Falbala. Tu, tu vois, il regarde ses pieds là et il bloque, tu vois, il bug, il devient tout rouge et il peut plus rien faire. Bah j'étais pareil. J'étais pareil et en fait j'ai un pote qui me disait bah ouais les filles, tu sais, c'est comme le foot. D'abord tu fais dans ton village, après tu vas en national, en D2, en D1, puis après tu joues au Coupe du Monde, tu vois, ça me faut monter progressivement, tu vois. Bah, en fait, je voyais tous les râteaux que je prenais avec les filles, les vestes, les machins, les trucs, je voyais ça comme un entraînement sportif, tu vois. Et je me disais, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Comme ça, quand ce sera la bonne, je serai prêt, tu vois. Et du coup, bah ouais, tout ça, ça m'a bien dévergondé et, au travers de mes études. Et j'ai appris à parler de moi, en fait. Et ça, c'est aussi, c'est les clés que je donne dans ma conférence, clairement. Il y a une moto qui passe derrière. C'est les clés que je donne dans ma conférence. En fait, je donne 3 clés dans cette conférence. Et si je parle de ma conférence, c'est parce que ma conférence, c'est mon histoire. La première clé, c'est d'être vrai et authentique avec ses peurs, ses croyances et ses valeurs. Être vrai et authentique avec ses peurs, c'est-à-dire répondre à ces petites questions là qui viennent dans la tête et qui tournent comme des engrenages le jour où il pleut et qu'on vient de se faire larguer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ces petites questions en tiroir là. C'est vraiment d'aller mettre le cambouis dedans, de ne pas avoir peur de sombrer et de se poser les bonnes questions. En se disant que ben, si on tire le fil de toutes ces questions, à un moment donné, soit on choisit la peur, la mort, soit on choisit l'amour. Et que puisque personne n'a envie de choisir la peur ou la mort, une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris qu'en fait on pouvait choisir aussi l'amour, ben c'est vachement plus cool, tu vois. Voilà. Donc c'est répondre à ces petites questions. Sachant que, comme je te disais tout à l'heure, les petites questions, elles trichent pas dans la tête. Elles nous poursuivront toujours jusque sur notre ligne mort si on n'y répond pas. Et le corps, c'est pareil. Il triche pas non plus. Donc en fait, je défends aussi une spiritualité qui est liée au corps, qui est liée au souffle. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Le travail, on s'en balèque, sans déconner. Le travail, enfin tout, l'argent, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le corps, la santé et garder la joie, le smile et l'amour en soi. C'est tout ce qui compte. Donc être vrai, authentique avec ses peurs, ses croyances, c'est-à-dire que bah ouais, au lieu de me dire c'est la faute des autres, les autres sont des cons, bah qu'est-ce que je peux penser d'autre, qu'est-ce que je peux supposer d'autre de positif, plutôt que de me dire bah ouais mon ex en fait
j'en sais rien, je vais dire une grosse bêtise, mais mon ex, en fait, genre, elle me trompait, en fait, c'est pour ça, machin. En fait, elle m'a jamais aimé et tout. Et plutôt que de me faire souffrir avec des croyances de merde comme ça ou de supposer de la merde, à Toltec, ne pas faire de suppositions, Don Miguel Ruiz, je recommande infiniment cette lecture, c'est la base de la base. Et ben, je peux supposer aussi des choses plus positives. Et je peux supposer bah ouais, que la personne qui me fait du mal, d'une manière générale, ben, elle me fait du mal parce que dans son prisme de lecture, dans son paradigme, c'est une question de survie, de prendre les décisions qu'elle prend et de poser les actions qu'elle pose. Et qu'en fait, moi, dans l'histoire, je suis juste un hommage collatéral. Ça ne veut pas dire qu'elle m'aime pas, cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante foncièrement, c'est juste que je suis un dommage collatéral, c'est accessoire et c'est normal en fait. Donc, ne pas faire de suppositions et faire un travail sur ses croyances. Être vrai authentique avec ses croyances. Être vrai authentique avec les autres aussi. Et puis être vrai authentique avec ses valeurs. Je disais tout à l'heure, je vous citais un petit peu mes valeurs, mais faire un travail sur ses valeurs parce que c'est fabuleux aussi de se guider au travers de ses valeurs personnelles, de faire des choix de vie au travers de ses valeurs et au travers de ce choix de l'amour plutôt que de la peur. D'écouter ce que je te disais tout à l'heure, ce qui vibre à l'intérieur, ce qui nous enthousiasme, qui nous met en joie, sachant qu'une valeur, c'est quelque chose qui est moteur, c'est pas quelque chose qui nous vient d'une religion ou qui nous vient d'une éducation, c'est quelque chose qui me met en action, qui me donne le smile, qui me donne envie d'avancer. C'est quelque chose qui est vraiment, qui me donne vraiment de l'enthousiasme en fait. Et, et au travers de ça, on peut se guider aussi ses choix de vie au travers de ses valeurs, de cocher ses choix de vie au travers de ses valeurs, amour, espoir, vérité, liberté. Est-ce que ce choix-là, est-ce que dans le choix que j'ai à faire, il y a de l'amour? Ok. Est-ce qu'il y a de la vérité? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce qu'il y a de la liberté? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a du sens dans tout ça? Et quand je coche toutes les cases au travers du choix que j'ai à faire, eh ben, c'est que c'est le bon choix, d'un point de vue mental. Et, et ce que j'offre aussi par rapport à ça dans ma conférence, c'est 5 petites questions. Quand on a un choix à faire, et là, franchement, c'est vraiment du bijou, du caviar, ce que je suis en train d'offrir. Ces 5 petites questions. La première, c'est que ferait l'amour? Que ferait l'amour? Si j'étais l'amour, qu'est-ce que je ferais là dans la décision, dans le choix que j'ai à faire? Que ferait l'amour? Des fois, même se poser cette question, hein, on peut se la poser 20 fois par jour, en fait, cette question. Que ferait l'amour? La deuxième question, c'est que ferait l'amour de moi maintenant? La troisième question, c'est qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment, là, tout de suite, là? Et par exemple, ça peut être très con, mais du genre, je suis au cinéma, il y a 10 personnes à déplacer pour aller faire pipi parce que je me tords sur la chaise, sur ma chaise, sur mon fauteuil, depuis une demi-heure, bah, que ferait l'amour? Je vais pisser, je dérange tout le monde, mais je vais pisser, quoi. C'est très bête, mais ça commence par là. La quatrième question, c'est où est l'enthousiasme, où est l'envie, où est la peur dans le choix que j'ai à faire? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et en fait, quand on se pose ces 5 questions et qu'on a un choix à faire, on fait le choix du cœur. On fait un choix du cœur, on fait pas un choix du mental et de l'ego qui a peur, je sais rien, moi, de pas avoir d'argent ou de je sais pas quoi. On vibre une énergie complètement différente, où là, on vient incarner l'amour, l'enthousiasme aussi, on vient retrouver aussi son âme d'enfant et on vient vibrer une énergie complètement différente où en fait, quand on fait les choses, ben, on le fait avec le smile, on se fait kiffer et ça se voit de l'extérieur et les gens, ben, du coup, ils vous suivent au bout du monde en fait pour ça. Quand on ouvre son cœur aux autres, les gens te suivent au bout du monde parce que dans le cœur de chacun, de toi, de tout le monde, de tous les gens qui écoutent, il y a des rêves, il y a des projets, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a des fleurs, il y a plein de choses, il y a tout ça dans le cœur de tout le monde et j'en suis convaincu, c'est obligé. Et en fait, bah, parce qu'il y a tout ça, bah, si tu ouvres ton cœur aux autres, les autres, ils te suivent et en fait, il t'arrive plein de trucs de ouf. Moi, ma formation de coach de vie, on me l'a offerte. Le Kilimanjaro, on me l'a offert. C'est Gravir pour guérir. C'est le Lions Club de Bellac Limousin qui m'a offert. Enfin, là, la Maxi Race, enfin, c'est pareil, j'ai été invité. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui m'arrivent dans ma vie et c'est parce que je suis qui je suis et que j'ouvre mon cœur. Et en fait, la deuxième clé que j'offre, c'est la parole impeccable des accords Toltec. C'est apprendre à parler de soi positivement. Au lieu de dire, bah ouais, je suis Paul, je vis avec cette maladie, je vais mourir, et la fille, elle se barre en courant. Et puis ma conférence, elle se barre en courant aussi. Bah ouais, je suis Paul, je vis avec cette maladie. Moi, je suis pas malade, ok? Moi, je suis pas malade. Moi, je suis Paul. Je suis pas malade, je suis pas cancer, je suis pas dépression, je suis Paul.
et je vis avec cette maladie. Et si je peux lui mettre quelques longueurs d'avance, bah, j'en profite. Et en fait, ça, c'est super important. C'est super important aussi de faire un maximum de phrases positives. Le cerveau, il comprend pas la négation. Plutôt que de dire on lâche rien et on est en France et quand tu fais une course, ben, on n'arrête pas d'entendre on lâche rien. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui courent et qui entendent ça, bah, tant mieux. En fait, tu vois, on lâche rien puisque j'en profite, puisque on est dans le domaine de la course à pied. Les gens, ils te disent ouais, on lâche rien, c'est pas le moment de lâcher, machin, pas le moment de marcher, tout ça. Putain, mais on lâche rien, les mecs. Le mec qui dit ça, là, le moustachu, là, le jour du 1er mai, on lâche rien, on lâche rien. En fait, ça fait 40 ans, moi j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que les mecs, ils lâchent. On lâche rien, t'es en train de tenir un boulet qui a qu'une envie, c'est de tomber dans la falaise derrière. T'es comme les Dalton, là, t'as ton boulet à ton pied, là. Et tu regardes derrière quand t'es en manche, on lâche rien, tu regardes derrière, tu traînes un truc qui appartient au passé. T'es pas en train de regarder devant. Usain Bolt, quand il court, il est pas en train de rien lâcher. Il attrape la ligne d'arrivée avec ses yeux. C'est ses yeux qui courent, c'est pas ses jambes. Et il regarde devant et il n'est pas en train de relâcher, il est en train de prendre avec ses yeux, il attrape du regard la moindre milliseconde qu'il y a devant lui. Donc plutôt que de dire on lâche rien, ce qui induit déjà la possibilité de l'échec, on peut peut-être dire prenons tout, on prend tout ce qu'il y a à prendre, l'amour, la joie, le chrono, l'argent, tout, enfin le kiff quoi. Et c'est super important. Et puis pour aller plus loin encore, t'as Alexandre Jolien qui, dans ses phrases, remplace les mais et maïs par des et, par des virgules, par des cependant, par des points, par tout ce qui traîne. J'adore Alexandre Jolien. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Parler positivement. La troisième clé, c'est ouvrir son cœur, je te disais tout à l'heure. Oser la vulnérabilité, oser l'intime, oser parler de soi vraiment, oser avancer dans la vie. Comme Jésus qui marche sur l'eau, si tu veux. Comme ça, les yeux fermés, avoir confiance en la vie et se mettre à nu, en fait. C'est mon boulot. C'est ça que je fais en conférence. Je me mets à nu. Je parlais avec mon cœur, je parlais avec mes tripes. Et en fait, je te disais tout à l'heure, Nelson Mandela qui dit faire scintiller notre lumière, c'est permettre aux autres d'en faire autant. J'invite les autres à faire de même parce qu'en fait, ça marche. Ça marche et je vis de mes conférences depuis septembre. Enfin, je vais faire un mois de juin astronomique financièrement et c'est merveilleux en fait. Et c'est merveilleux. Et quand on ouvre son cœur aux autres, voilà, il y a plein d'opportunités qui se déclenchent. On devient comme Jésus là quand il marche sur l'eau et qu'il dit à Saint-Pierre, ben viens, que Saint-Pierre est dans la barque, il dit ben viens me rejoindre. Et si tu crois pas en Jésus ou je sais pas quoi, on s'en fout, c'est pas le problème, c'est pas la question. D'ailleurs, je fais juste un petit aparté, mais peu importe ce en quoi on croit. Moi, j'ai cru pendant plusieurs mois ou plusieurs années qu'en fait je pouvais changer mon ADN. Et en fait, en me disant, je m'en fous en fait de savoir ce que 8 milliards de personnes y pensent. Parce que ce qui compte, c'est que moi, j'y crois. Et qu'en fait, ça me permet de continuer à être dans l'action pendant tous ces mois ou toutes ces années où j'ai continué à me battre pour faire sortir ces 2 verres de mes poumons. Et c'est la seule chose qui compte. C'est pas la victoire qui compte, c'est de continuer à agir et d'enchaîner les échecs. Et en fait, ce qui compte, c'est pas ce en quoi je crois, c'est que j'y crois. Point. Et que ce soit moteur pour moi. Déjà. Et donc ce Jésus-là, il marche sur l'eau, peu importe, c'est le miroir d'eau à Bordeaux, on s'en fout. Et il dit à Saint-Pierre, viens me rejoindre. Et Saint-Pierre, il vient. Mais pourquoi? Parce que Jésus, il incarne. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il est Jésus, il marche sur l'eau. Il n'est pas en train de lui faire du copywriting, un tunnel de vente, du réseautage, du Google AdWords et puis du ChatGPT. Il est Jésus, point. Et ça marche. Et Saint-Pierre, il vient le rejoindre. Il tombe à l'eau après, mais ça, on s'en fout. C'est pas la question. Donc, voilà, ces 3 clés que je viens de donner, être vrai, authentique, parole impeccable, et puis ouvrir son cœur, ça permet de trier ses relations, ça permet de s'entourer de personnes de plus en plus énergisantes, de plus en plus positives, de plus en plus extraordinaires, énergisantes plutôt qu'énergivores. Et puis, ça permet je disais, de trier ses relations, de se rendre compte que, oui, la personne qui me répond, hier, j'ai mangé une pomme, c'est pas la bonne personne. Moi, quand je lui parle de mes difficultés, de mes rêves, de mes valeurs, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et quand je parle de mes souffrances positivement, la personne qui me dit viens mon pauvre petit, on va pleurer ensemble, c'est pas non plus la bonne personne. La personne qui se sert de ce que je lui dis pour me planter une lame pile poil au bon moment, là, quand ça va bien, c'est pas non plus la bonne personne. La bonne personne, c'est celle qui me dit vas-y, fonce, moi je crois en toi, si c'est ton rêve, vas-y. Et oui, tu vas te prendre des murs, et dans la vie, il y en a plein des murs, tu vas pas en prendre qu'un seul, c'est sûr.
mais j'ai foi en toi, je sais qui tu es, tu vas passer à droite, tu vas passer à gauche, tu vas voler par-dessus le mur, tu vas creuser un tunnel avec tes ongles, avec tes dents, mais tu vas y arriver. Fonce, si c'est ton rêve, faut que tu ailles voir au pied du mur ce qu'il y a, et tu vas y arriver. Et donc ça permet de trier ses relations, ça permet de donner du sens à ce qu'on fait, de s'entourer de personnes positives, avec qui on rame dans le même sens, avec qui on partage les mêmes valeurs dans le travail, avec qui on souhaite aussi incarner ces valeurs. Enfin, c'est extrêmement puissant. Et puis, ça, c'est les 3 clés que je donne dans ma conf. Et le message, c'est de l'amour et de l'action. Tu as compris, de l'amour. Choisir l'amour plutôt que la peur. Et c'est l'action. Et en fait, ce que je transmets, c'est une dynamique d'action. C'est qu'est-ce que j'expérimente aujourd'hui? Qu'est-ce que j'expérimente demain? Qu'est-ce que j'expérimente après-demain? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, tous les jours, en faisant un petit bilan à la fin de la journée. Ok, ça a marché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain? Et pareil le lendemain, et pareil le surlendemain. Et en fait, moi, dans mon parcours de vie, j'avais pas de plan B. C'est je vis où je vis. Dans mon activité professionnelle, j'ai pas de plan B non plus. Je fais des conférences ou je fais des conférences en fait. Donc j'ai pas de plan B. Ça marche ou ça marche en fait. Et ça c'est à long terme. Je suis dans cette perspective-là à long terme, sur le long terme, mais sur du très court terme, comme je le disais. Aujourd'hui, je teste. Demain, je teste. Après-demain, je teste. Là, des plans, j'en ai 26 d'avance, il y a 26 lettres dans l'alphabet, tu sais, cette phrase-là. Et en fait, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. En fait, il y a toujours quelque chose à tester, à expérimenter, sans évacuer une hypothèse en se disant ouais, mais non, mais ça marchera pas. Non, t'as essayé. Non, t'as pas essayé. Bon, bah, essaye. Et puis après, tu viendras causer. Et en fait, depuis 10 ans, voilà, j'aborde ce qui vient là en me disant, mais attends, ouais, ok, je vais essayer. Et puis après, on verra. Des fois, je suis un peu en colère. Je dis, ouais, ok, ça fait combien de temps que tu me parles de ça là? J'ai un ami qui me parle, j'en sais rien, moi, de tester. Tiens, c'est quoi qu'on m'a dit il y a pas longtemps, des patchs, je sais pas quoi là. Et en gros, bah ouais, ça coûte des sous et machin, mais tant que t'as pas essayé, tu sais pas si ça marche pas. Donc t'essayes et puis tu vois bien ce que ça fait, quoi. Voilà. Donc c'est une dynamique d'action que je transmets en plus d'incarner l'amour au quotidien et d'ouvrir son cœur aux autres, de se mettre à nu en fait. Je suis en train d'écouter des podcasts, des méditations d'une nana extraordinaire qui s'appelle Kaylee Aura. Et dans un de ses textes, elle dit des trucs du genre que, que, que la nudité de ton âme soit ton seul bouclier, en fait, d'avancer vraiment le cœur à nu vers les autres. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Ok. Ça peut paraître peut-être un peu simple, mais comment est-ce que tu définirais l'amour finalement? Et c'est une très bonne question. Parce que tu sais, déjà les gens dans le couple, ils ont du mal à savoir ce que c'est que l'amour. Il y a des gens aussi qui ont du mal à savoir que l'amour, l'amitié, c'est de l'amour, même entre hommes. Je précise quand même, parce que c'est souvent des hommes qui sont dans cette situation. Euh, et et qu'en fait, en fait, ce que je dis en entreprise, c'est que l'écoute, la confiance, le respect, la créativité, l'audace, l'optimisme, euh, l'enthousiasme, la bienveillance, tout ça, ce sont des jolis mots, ce sont des valeurs d'entreprise qui viennent du cœur, puisque ce sont des jolis mots, c'est qui viennent de là, ces valeurs, ces choses qui nous font vibrer, qui nous mettent en mouvement, qui font kiffer, quoi, et ce à quoi on aspire. Et puisque ces jolis mots, ils viennent du cœur, et puisque la bienveillance vient du cœur, pourquoi l'amour, c'est pas une valeur d'entreprise à ce moment-là? Puisque ça vient du cœur aussi. Et en fait, l'amour, pour moi, c'est tous ces mots-là à la fois. C'est c'est ce qui est moteur. C'est ce qui est moteur. Un rêve, c'est de l'amour. Ce qui m'enthousiasme, c'est de l'amour. Le fait de prendre soin de moi, c'est de l'amour. Et à l'inverse, tu vois, on pourrait croire aussi que l'amour, alors j'ai plein de choses à dire. On pourrait croire que l'amour, sportivement, ça nous incite à faire du canapé toute la journée devant Netflix. Parce que c'est la douceur, c'est la tendresse, ouais, c'est tranquille. Alors que non, en fait, moi, je défends, j'aime beaucoup aussi la vision de Wim Hof, ce personnage-là qui s'immerge dans la glace aux 4 coins du monde et qui explique que le corps, il a besoin de froid extrême, il a besoin de chaleur extrême pour renforcer ses défenses immunitaires, par exemple. Et parce qu'on vit dans un environnement, on est capable de vivre dans un environnement climatisé du matin au soir, nos défenses immunitaires
s'affaiblissent. Et ben ouais, parfois l'amour de soi, l'amour, c'est de ça dont je parle. Hein. Je parle pas d'amour, je parle d'amour de soi d'une manière générale. Bah, parfois, c'est d'aller se dépouiller en faisant un fractionné, d'aller courir. Parce qu'on a besoin de ça, parce que le cœur, il a besoin, ok, de méditer et de calme, d'expiration. Et l'amour, c'est ça aussi. C'est, tu vois, moi, que ferait l'amour de moi maintenant? Bah, il fait ça. Il expire. Je reviens dans mon centre, je reviens dans mon expiration, je reviens dans mon cœur. Je vais aller puiser dans l'expire la joie et l'amour au fond de mon cœur. Pour moi, c'est ça l'amour. Et donc le cœur, il a besoin aussi, ouais, de monter en intensité, le corps d'une manière générale. Donc c'est pas que de la douceur et de la tendresse, c'est aussi se faire un peu violence des fois, mais dans le respect du corps. Et l'amour, moi j'aime beaucoup aussi, je parle beaucoup de Churchill, Winston Churchill. Bon, c'est sûr que si les nazis avaient gagné la guerre, il aurait été condamné à mort pour crime de guerre. Mais Churchill, en 42, il promettait aux Anglais de la sueur, du labeur et des larmes. Et c'est ça l'amour, je te disais tout à l'heure, être vrai, authentique, avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs. C'est exactement ça. C'est que dans le monde aujourd'hui, on a des défis environnementaux et sociétaux qui sont colossaux à relever. Il y a 2 guerres aux portes de l'Europe. Et croire qu'en fait, on va s'en sortir en fabriquant des abeilles drones et en tapant des trucs sur ChatGPT, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut faut se retrousser les manches. Il faut être vrai avec soi-même, avec son corps, avec sa façon avec la planète, tu vois, avec tout ce à quoi on met son énergie. C'est quoi mon boulot? C'est quoi mon boulot? Qu'est-ce que j'envoie dans le monde? Est-ce que je travaille dans une entreprise qui salope la planète? Ou est-ce que voilà, ou est-ce que j'envoie une autre énergie sur Terre? Et à quoi j'utilise mon argent? À quoi je dépense mon argent? Quel système je sponsorise quand je dépense mon argent plutôt qu'un autre? Tu vois, comment je consomme? Et à quel moment aussi, tu vois, moi je fais des conférences pour que le mec qui jette sa canette de 8-6 tous les soirs dans la nature, parce que ce mec-là, t'auras beau lui dire arrête de jeter ta canette dans la nature, il s'en fout. Parce que il est persuadé qu'il a une vie de merde, qu'il a un taf de merde, il y a son patron qui lui gueule dessus, sa femme le trompe et son gamin fout rien à l'école. Là, ce mec-là, tu peux pas lui dire d'arrêter de jeter son mégot ou sa canette dans la nature. C'est le cadet de ses soucis. C'est comme cette femme qui se tient au bord du Gange en Inde et ce Gange qui charrie de la mousse industrielle dégueulasse. Enfin, cette femme, elle a besoin de manger, elle a besoin d'avoir quelque chose dans son assiette et dans celle de ses gamins, de ses enfants, et d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et en fait, bah ouais, bah là, les gens de droite vont te dire vont dire que les écolos c'est des pastèques et en fait ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Bah oui, c'est la vérité, parce qu'en fait tant qu'il y a des gens qui sont en souffrance et qui travailleront uniquement pour l'argent, et ben la planète elle sera mal barrée. Et en fait, c'est tout ça à la fois l'amour, et mais d'abord c'est le respect du corps. Je maintiens, je le répète encore une fois, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être en bonne santé, de rayonner, de sourire aux autres, d'aller faire des free hugs, de sourire dans la rue, de dire bonjour et de rayonner, d'incarner cet amour. L'ego, notre envie de changer le monde, ça passe après déjà. Ça passe après. Et si en fait j'ai envie de changer le monde, mais j'oublie de me changer d'abord moi-même, tu sais, c'est Gandhi qui dit se changer, c'est changer le monde. Eh ben, si j'oublie ça, ce précepte-là, ben, je vais aborder le mec qui jette sa canette de whisky, je vais être sermonneur avec lui, je vais être donneur de leçons, je vais être aigri. Au final, je vais dégager une énergie dégueulasse et qui va plus susciter l'opposition plutôt que l'adhésion, clairement. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. En fait, l'amour, par exemple, dans le couple, l'amour, c'est pas aimer, c'est pas souffrir. Il faut distinguer j'entendais récemment l'amour et la relation. C'est complètement différent. Euh, L'amour, c'est simple, c'est fluide, c'est facile, c'est une évidence, ça coule de source. C'est si c'est prise de tête parce que l'autre, un coup il répond SMS, un coup il répond pas, ou alors il répond au bout de 3 semaines. L'amour, c'est pas fuis-moi, je te fuis. Ça, c'est de la grosse merde. L'amour, c'est pas de la manipulation. L'amour, c'est pas des rapports de domination. L'amour, c'est on se fait confiance. L'amour, c'est dans le couple, c'est un foyer, c'est un feu dans un foyer de cheminée dans lequel
les deux parties mettent du bois. Et s'il y en a un des deux à un moment donné qui arrête d'alimenter le feu, ça commence à poser problème. L'amour, c'est pas sauver l'autre, c'est pas être un sauveur. Dans le triangle dramatique de Cartman, bourreau, victime, sauveur, l'amour, c'est pas sauver l'autre. Il n'y a pas d'histoire d'emprise dans l'amour. Il n'y a pas de violence dans l'amour. Il n'y a pas de violence physique ni psychique. L'amour, c'est que quand tu fais une vanne à ton ami ou à ton amoureux ou à ton collègue de travail, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière la vanne? C'est juste de rire ou c'est d'envoyer une pique? Et si c'est d'envoyer une pique, c'est que c'est pas de l'amour. C'est que c'est pas une vraie vanne en fait. L'amour, je disais tout à l'heure, il parle positivement, donc ça veut dire qu'en fait, il parle pas négativement dans le dos des autres. L'amour, il lâche prise. L'amour, il lâche prise sur tout un tas de situations et il lâche prise aussi dans les poumons. Il expire, il se laisse expirer. L'amour, c'est laisser la vie respirer à l'intérieur de moi, laisser la vie être. En fait, je suis la nature. C'est pas moi qui respire. C'est la nature, c'est la vie qui respire à travers moi. Et je vais citer encore mon ami Kelly qui dit l'idée, c'est de laisser le ciel faire son affaire à l'intérieur de mes poumons, laisser le ciel entrer dans mes poumons, laisser toute cette immensité en fait et se connecter à toute la nature autour. L'amour respecte la nature, l'amour il respecte le vivant. Voilà. Ok. Et en vrai, l'amour, au bout du bout, bah, il médite et il a même plus besoin de parler au final. Au bout d'un moment, il respire. Et moi, c'est ça ma quête aujourd'hui. Je suis à 70% de VMS. Il me reste 30%. Enfin, en fait, j'ai 30% que je voudrais gratter encore, tu vois. Et je sais que depuis ma trithérapie, il y a beaucoup d'inflammation dans mes poumons. Et j'en ai conscience malgré tout ce que je fais sur mon alimentation, la méditation, la qualité de mon sommeil et tout ça, ou le niveau de stress que je peux encaisser. Ben, il y a beaucoup d'inflammation dans mes poumons et j'ai envie d'aller chercher ça. Et c'est cette inflammation qui est à l'origine des antibiotiques que j'ai fait au début de l'année. Et donc ça, c'est pas négociable pour moi avec cette trithérapie à 40 ans de faire à nouveau des antibiotiques. Donc c'est pour ça que je médite, c'est pour ça que je pars dans des trucs super perchés en ce moment. Et en mode Puraka Rachaka, c'est ce qui te vide et ce qui te remplit en yoga. C'est pas seulement l'air que tu inspires ou que tu expires, mais c'est la pulsation de l'univers. C'est ce que tu manges, ce que tu bois, ce qui te nourrit au quotidien, la joie et l'amour, et puis ce que tu expires, la tristesse et la colère, par exemple. C'est tout ça à la fois, et c'est la pulsation de l'univers, au même titre que le Big Bang, le jour, la nuit, la pluie, le soleil, c'est la respiration de la nature, de la croûte terrestre, des animaux, de la faune, de la flore. Et en fait, quand je suis dans l'inspire et expire, je suis en train d'expérimenter une méthode de méditation où, en fait, qui est très active au niveau de la respiration. Quand je suis dans cette rythmique-là, je me sens connecté à tout ce qu'il y a autour. Ça vient, ouais, parfois je pleure même. En fait, c'est pas que je me sens triste, mes yeux ils pleurent, tu vois, parce que tellement c'est bon, tu vois. J'aime beaucoup dire que c'est comme la rosée du matin, le lendemain d'une journée de canicule, en fait. C'est le corps qui respire. Donc là, mes yeux, ils pleurent tout seuls. Et en fait, c'est super bon. Et quand je sors de ma méditation, j'ai mon regard d'enfant émerveillé et c'est trop bon. Et je suis émerveillé de la vie. Je vois des choses. Ouais, je vois les petites fleurs d'Henri Matisse, quoi. Donc, voilà, l'amour, il est juste là, il respire, il sourit. Et quand on lui pose une question pour une interview d'une heure, il dit, Élodie, expérimente, expérimente. Voilà, mais à un moment donné, oui, l'amour dans mon parcours, pour aller chercher ces 30% de capacité respiratoire en plus, voilà, l'amour, il lâche prise en fait. Il lâche prise, il accepte aussi que là, je suis à 70 et que je sais pas si ça va aller jusqu'à 100%, mais j'explore, je suis un explorateur de mes poumons, de ma santé, de l'amour, et je vais voir jusqu'où ça me mène en fait. Et il y a pas longtemps, j'ai eu un article dans le Midi Libre parce que j'ai porté la flamme olympique. Et l'article disait Paul Fontaine, un artiste de l'humain. Un artiste, voilà. Et clairement, oui, j'explore au travers de. Et tu vois, la méditation me permet de me connecter à la grâce, à la poésie, à la tendresse, à la douceur. Et puisqu'on parlait d'amour, euh, je me suis rendu compte que tout ce qui me manque chez l'autre,
mon ex, clairement, par exemple, bah, tout ce qui me manque chez elle, ben, c'est ce que moi j'ai besoin de me procurer dans ma vie. Donc la joie, la tendresse, la douceur, l'amour, c'est ce que j'ai besoin de m'offrir à moi au travers de l'invitation. Et c'est ça que je suis en train de faire aussi. Et si j'atteins voilà, tendresse, joie, douceur, amour, ben, évidemment que je respire à 100%. Si j'incarne mes valeurs à chaque instant, je redeviens le petit garçon qui en 85, 6, 7, jouait avec deux pierres à feu dans la cour de la ferme chez mes parents. Le 1er juillet, le jour des grandes vacances, tu sais là, et en fait on avait l'éternité devant nous ce jour-là. Tu sais, les grandes vacances, quoi, c'était les grandes vacances, quoi. C'était interminable, c'était en juillet, tu te disais, mais waouh, c'est dans 2 mois, quoi. Et en fait, bah là, je respirais à 100%. Aujourd'hui, la mutation génétique dans mes poumons, il n'y a rien qu'à changer. Alors pourquoi, même encore aujourd'hui, je suis capable de faire des antibiotiques? Non, c'est la même mutation génétique. Donc en fait, c'est juste que la seule différence, c'est que là, je suis devenu une grande personne, comme dirait le petit prince. Alors que quand j'étais petit, bah, j'étais dans l'instant présent, je respirais, puis je jouais, et puis ça se passait tout bien, quoi. Voilà. Donc je pense que il n'y a pas de but dans la vie, mais, mais c'est pour ça que je pense que vivre, c'est revenir du coup à cette pulsation de l'univers, c'est à un moment donné à ce puraka et rachaka, revenir à faire corps avec l'univers, avec la nature, avec le grand tout, avec Dieu, avec on appelle ça comme on veut. Hein. Mais on a été au moment de notre naissance et de notre conception, on se vit comme séparés à cause de notre ego, à cause de notre mental, on se vit comme séparés de toute la nature, de tout ce qui nous entoure. Et je pense que la vie, ce tour de manège qui est la vie, c'est se préparer à revenir au grand tout, à redevenir poussière, puisque nous sommes poussière et qu'on redeviendra poussière, ben, c'est revenir au grand tout. Et en fait, ben, j'aime aussi, j'ai compris qu'en fait, tu sais, dans notre corps, les cellules qui me composent aujourd'hui, la matière qui compose mon corps, ben, si je reviens 1 an en arrière ou 2 ans en arrière, elle était complètement pas là. En fait, mon corps se renouvelle en permanence. Et mon corps, il est composé de tout ce que je respire, de tout ce que j'ai mangé depuis 1 an. Et il y a un petit peu de tous les animaux que j'ai mangés, puisque malgré que je sois écolo, je mange de la viande parce que j'adore de la viande. Mais il y a des légumes dans mes cellules, il y a tout cet ADN, il y a tout ce qui composait ces atomes en fait, qui composaient ce que je mangeais ou ce que je respirais. Et en fait, bah, clairement, là, je respire aussi le même air que toi. Peut-être qu'il y a une molécule d'air qui vient de rentrer dans mon nez que tu as respiré il y a 3 jours, parce que le vent l'a amené depuis les montagnes jusqu'ici à Béziers. Et donc, le tour de manège qui est la vie, c'est se repréparer à nouveau revenir au grand tout. Et moi, tu vois, mon kiff, je te disais tout à l'heure, donc ce serait de mourir avec le sourire, d'être enterré nu sous un arbre en haut d'une colline, et qu'en fait, ben, il y a la nature qui pousse au-dessus de moi, il y a les feuilles des arbres qui se baladent, et que je me balade au travers des feuilles, et qu'il y a une petite souris et une buse qui vient manger la petite souris, puis qu'en fait, je me balade dans la buse, et que, tu vois, et que je voyage sur toute la terre comme ça, par intermédiaire de toute cette faune et cette flore. En fait, c'est revenir au grand tout. Voilà. Je pense que une des finalités de la vie, c'est ça, c'est de se préparer à ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais, mais voilà. En fait, on est, ce que je veux dire par là, c'est que je suis l'amour, tu es l'amour. Je suis toutes les belles valeurs enfin, je veux dire, l'univers, c'est l'amour. Enfin, quand tu médites, tu te connectes à l'amour, tu te connectes à tout ça, à toutes ces belles valeurs. Et quelque part, on fait partie de l'univers, on fait partie de la nature, on est des animaux, nous les humains. Et ça, on l'a oublié. Et en fait, l'idée, c'est de revenir à ça, à comprendre à nouveau ça, en fait. Et voilà, force et amour, c'est le message de ma conférence. Okay. L'amour, c'est ce qui nous relie, finalement, on pourrait presque le résumer comme ça. C'est ça, en fait, on est câblé pour aimer. On est câblé pour aimer, on a tous les mêmes valeurs. Et on a tous les mêmes valeurs, on a tous de l'amour en nous. Même la pire ordure de toute l'histoire de l'humanité, il y a forcément de l'amour en elle. Et là, je sais que je suis polémique quand je dis ça et je suis provoque. Mais ce mec, il a été bébé un jour avec des petits yeux de bébé, malgré toutes les horreurs qu'il a pu commettre sur Terre, qui sont inexcusables. Hein, mais, euh, euh, mais ce mec-là, il a forcément de l'amour en lui. Il a été bébé avec des petits yeux de bébé. On lui pinçait les joues. Quelqu'un lui a forcément fait un bisou un jour.
C'est juste qu'après, ben, il y a de l'ego, il y a des fausses croyances, des blessures, des barrières limitantes qui sont mises par-dessus, puis ça a monté tout ça en mayonnaise, et qu'après, le mec est devenu un gros con. Mais je veux dire, il n'y a pas de mauvaise personne sur Terre, il n'y a que des gens qui ont peur, qui ont des fausses croyances, des blessures, des barrières limitantes, et qui ont besoin de courage pour dépasser tout ça. On a tous les mêmes valeurs, puisqu'on a tous un cœur, on a tous de l'amour en nous, on a tous envie de liberté, de vérité, d'espoir, de tous les gens, d'écoute, de confiance, de respect, de créativité, d'audace, d'optimisme. On a tous envie de ça. Et puisqu'on a tous envie de ça, c'est qu'on a tous de l'amour. Et voilà, voilà. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que, euh, tu sais, je disais tout à l'heure à propos des petites questions, on peut passer sa vie en fait à se poser des questions dans la vie. On peut se passer sa vie à expérimenter, à faire, à vivre dans le faire. Et on peut passer sa vie à se poser des questions. Et en fait, il y a un moment donné, tu comprends que oui, en tirant le fil de toutes les questions, soit tu choisis, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit tu choisis la peur, soit tu choisis l'amour. Et en fait, dès l'instant que tu choisis l'amour, parce que c'est vraiment plus séduisant que la peur, bah, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert de se poser toutes ces questions? Puisque, est-ce que je me pose toutes ces questions parce que je veux me rassurer par rapport à la vie, par rapport à ce que j'ai à vivre, parce que j'ai peur? Est-ce que l'intention, c'est la peur? Ou est-ce que je me pose toutes ces questions parce que j'ai envie d'aimer? Parce que j'ai envie d'ouvrir mon cœur à mon amoureuse? Ou parce que j'ai envie d'embrasser la vie et de vivre à fond et de profiter de chaque seconde de la vie? C'est quoi l'intention? C'est la peur ou c'est l'amour? Et en fait, moi, il y a un gars qui s'appelle Greg Braden aux États-Unis qui dit dans la vie, plus tu cherches, plus tu trouves, et plus tu trouves, et plus tu t'attends à trouver. Plus tu cherches, plus tu trouves, et plus tu trouves, et plus tu t'attends à trouver. Donc en fait, à quoi ça sert de se poser tout un tas de questions si déjà j'ai choisi l'amour? Il y a juste à aimer maintenant. Et comme ça, j'ai gagné 40 ans, en fait, ou j'ai gagné 90 ans. Mais il y a juste à aimer tout de suite. En fait, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas tant de questions à se poser. Au bout d'un moment dans la vie, il y a juste à s'aimer soi-même, à expirer, à s'apporter soi-même cette douceur dans l'expire. Les gens ne savent pas respirer. Et je parle juste de la respiration parce que c'est le truc le plus basique de la base. Mais il n'y a rien à faire non plus et il y a juste à s'aimer. Voilà. Ok. J'en termine. Comment est-ce que moi, je pense qu'il y a déjà répondu de par les thèmes que tu as abordés, mais j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu définirais ta spiritualité? Et peut-être pour refaire un lien avec, le thème du podcast, comment est-ce que l'activité physique, la course, ça s'inscrit dans tout ça? Hmm. Ouais, ma spiritualité, bah là, je vais sur des trucs de plus en plus perchés, tu vois. À travers ce que je te disais, je, dans la méditation, alors j'ai revu il y a pas longtemps Avatar, le film. Et dans la méditation, je sens les petites racines, les petites radicelles d'Avatar qui se connectent à moi. L'idée, c'est de m'abandonner à l'univers, au grand tout, à ma respiration et de vraiment lâcher prise sur ma respiration, de me laisser respirer, de me laisser expirer sans forcer et de me laisser inspirer sans forcer non plus, mais tout en allant, euh, de me laisser expirer au bout du bout du bout du bout, tu vois. Et quand vraiment j'ai plus d'air, j'inspire sans forcer non plus. C'est ce que j'expérimente. Je sais pas si c'est vrai pour l'instant, ce genre de technique. Mais voilà, je visualise un peu ces racines, comme dans Avatar, là, de l'arbre des âmes de Eiwa. Et en fait, je fais beaucoup de yoga aussi. Et ce que, tu sais, dans le yoga, moi, si je fais du Ashtanga yoga, on appuie dans ses appuis et on enfonce un peu ses racines, ses pieds dans la terre comme des racines, hein. Donc, on rejoint aussi Avatar sur ce sujet. Et en même temps, bah, dans certaines postures de yoga, à un moment donné, tu as le bras en l'air, tu as la main en l'air. Et là, l'idée, c'est de ressentir les ongles. L'idée, c'est de mettre sa main vers le ciel et de laisser pousser ses ongles vers le ciel, tu vois. D'essayer de visualiser les ongles qui poussent. Et en fait, moi, j'aime bien visualiser aussi tu sais, c'est comme si j'avais, comme la natte des personnages d'Avatar, des Na'vi, là, qui connectent à l'arbre des âmes. Et en fait, ça fait des petits filaments comme ça, avec des petites plumes là, et puis ça vient se connecter à beaucoup plus grand. Et c'est ça que je fais aussi. Enfin bref, donc ouais, je pars sur des trucs bien, bien perchés,
mais c'est les choses qui me permettent de lâcher prise, d'expirer, de revenir à mon enfant intérieur et de rayonner la joie. Et donc c'est vraiment un moment, ouais, une expérience très forte pour moi. Et puis ta deuxième question, c'est le sport, quoi? En quoi on va dire la pratique de l'activité physique, de voilà, tous les défis que tu t'es lancé, en quoi ça s'inscrit dans ta spiritualité justement? Ah, Est-ce qu'il y a un lien avec, entre les 2? oui, alors je te disais tout à l'heure que je ressentais beaucoup de tristesse là hier suite à ma course de dimanche. Et ouais, c'est super cool parce que les sports d'endurance, je pense, que ça fait circuler les énergies. Ça veut dire qu'il n'y a pas une énergie de colère ou de tristesse qui reste bloquée à l'intérieur. Et pour moi, bah, c'est la meilleure façon de vivre vieux et en bonne santé le plus longtemps possible. Parce qu'on sait très bien que quand il y a de la colère ou de la tristesse qui stagne, bah, ça crée des maladies en fait. On somatise les choses. Et donc le sport vient faire circuler ces énergies et ça me donne envie de continuer à en faire. Je me posais la question il y a quelques semaines là, je me disais mais en fait je prétends rien du tout en fait, même si ma prof de yoga elle dit qu'on est tous déjà éveillés et en fait c'est juste qu'il faut qu'on en prenne conscience. Mais je me suis dit mais en fait j'ai peur d'être réveillé parce que je me suis dit mais quand on est éveillé, est-ce que finalement on n'est plus qu'habillé d'un pagne là avec un bâton et qu'on habite au fond d'une grotte et tout ça. Et en fait, est-ce qu'on a plus besoin d'argent? Est-ce qu'on a plus besoin de rien? Alors c'est cool de plus avoir besoin, mais en même temps, c'est cool quand même, tu vois. Enfin, c'est un tel changement de vie. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec un pagne et un bâton au fond d'une grotte, tu vois. Je pense pas. Et en fait, je me posais la question, je me disais, mais en fait, est-ce que si demain je médite comme un ouf et que je suis éveillé ou quoi, est-ce que je vais continuer à faire du sport? Et je me dis oui, 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 parce que j'aime ça. J'aime ça. Et l'amour, il aime ça. L'amour, il a envie. L'amour, c'est l'envie aussi. Et parce que j'aime faire du sport, ben, je vais continuer à en faire, même si demain je suis Bouddha, tu vois, j'en sais rien, ou Jésus, ou je sais pas qui, ou Mahomet, je peux prendre n'importe quel exemple, c'est les trois mêmes. Hein. Mais donc, euh, donc dans le sport, ma spiritualité, je la vis comme ça. Je sens que la course à pied, pour moi, c'est une méditation informelle. Tu sais, on sème des choses un petit peu partout le long du sentier. Et le sport d'endurance me connecte aussi à la nature. Au départ, tu as plein d'idées en tête, puis après, quand tu reviens, ah, les oiseaux, ah, les fleurs, ah, et puis ça, j'avais pas vu. Toi aussi, ça te fait ça. Ouais. Et ben, c'est ça qui est bon, tu vois. C'est hyper spirituel, en fait. On est avec sa respiration, que je te disais tout à l'heure, on est dans ce Puraka et Rechaka qui est assez intense parce qu'on fait monter un peu le cœur. Et là, on est connecté à toute la nature autour. Quand on n'est pas en course et qu'on n'est pas en train de viser l'objectif chrono, là, ou qu'on est en train de faire sa prépa, là, si tu vas juste courir en foncier tranquillou, putain, mais c'est un kiff absolu de courir dans la nature aussi, hein, dans la garrigue, pas sur le périph' parisien, hein, bien évidemment, hein. Mais c'est un tel plaisir. C'est un tel plaisir ouais, de surprendre un lièvre, un lapin, de voir bondir les chardonnerets, les loriots, les rolliers d'Europe, les hupfaciers, et les guépiers les guépiers. Enfin, c'est super cool de voir la nature. C'est comment on dit, se réveiller sur nos pas, sur notre passage. Voilà. Moi, je trouve ça hyper spirituel. Et tu sais, alors il y a une phrase, je vais l'éborgner, mais c'est, je vais complètement éborgner la phrase et je sais même pas de qui elle est. Mais en gros, c'est un sage qui dit avant l'éveil. En gros, ça veut dire, en gros, avant l'éveil, eh ben, les mains dans la terre, tu fais la cuisine, tu laves ton linge, et après l'éveil, ben, les mains dans la terre, tu fais la lessive et tu fais la cuisine. C'est pareil, en fait. C'est juste que on est pareil, mais pas pareil. On est pareil, mais ben, voilà. Et il y a un truc en plus dans la tête, et il y a quelque chose en plus dans le regard. Il y a des yeux qui pétillent. Et moi, c'est ce que je m'attache à faire aussi, c'est être ce Jésus qui marche sur l'eau et faire en sorte que les personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie autour de moi, c'est-à-dire des hommes ou des femmes, hein, des amis ou des amoureuses, ou même des amis IE, et ben, ce soit des personnes qui me ressemblent, qui partagent ce même envie d'embrasser la vie, de bouffer la vie, en sachant que vivre à fond, c'est aussi ralentir, mais qui partagent cette lumière, cet enthousiasme dans les yeux. Et j'ai envie que les gens voient ça dans mon regard, sans même que j'ai besoin de parler, et ça commence à marcher en fait.
Pas longtemps, j'ai fait un stage et j'ai très peu parlé, j'ai très peu raconté mon histoire, mais les personnes qui étaient là ont vu, il y avait quelque chose dans mes yeux, en fait, qui traduisent tout ce que je viens de te raconter depuis 1h18. Voilà. Et ça, waouh, quel cadeau. C'est hyper fort. Moi, j'ai envie, je le vois dans les yeux des gens. Tu sais, il y a des gens dans la vie, ils cherchent des Pokémon, mais moi, je cherche des gens qui me ressemblent du regard. Et je les vois. Quand je croise les regards des gens, je sais que, ou toi, tu travailles sur toi, ou toi, tu te fais kiffer, tu vis pas comme les autres. Et je le vois, ça se voit tout de suite. Puis dans le métro, c'est flagrant, quoi. Dans le métro à Paris, enfin, t'as tout compris, quoi, tu vois. Ouais, ça me parle. Voilà. Pour conclure cette interview, j'ai 3 petites questions à te poser. La Ouais. première, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Bah, Le Petit Prince. Le Petit Prince, tu sais, moi, s'il y avait un seul livre dans ma bibliothèque, ce serait Le Petit Prince. S'il y avait un- 3 livres dans ma bibliothèque, ce serait Le Petit Prince, Mon amour de Astrid Desbordes. C'est l'histoire d'une maman qui explique ce que c'est que l'amour inconditionnel à son fils. C'est un livre pour enfants que je te recommande infiniment. Et j'ai déjà vendu ce livre 50 fois. Je l'ai déjà acheté 50 fois parce qu'en fait, les gens, quand je leur en parle, ils l'achètent sur Internet en même temps que je leur parle. Mais c'est un bouquin que j'ai offert à tous mes amis. Quand je suis invité à dîner ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup, beaucoup offert ce livre. C'est magnifique. C'est écrit avec une justesse extraordinaire. C'est beau, ça laisse libre cours à l'interprétation et c'est tellement simple. C'est ces livres comme Le Petit Prince qui sont à la fois pour des enfants mais pour des grands enfants et on pense à tort que beaucoup de gens pensent à tort que Le Petit Prince c'est gnangnan, c'est minus, c'est tristounet, oh, on va encore pleurer. C'est comme les mêmes qui refusent de lire Deux petits pas sur le sable mouillé ou d'aller voir le film de Anne-Dauphine Jouan là et les Mistral gagnants ou d'aller dans un hôpital pour aller voir des gamins qui sont hospitalisés de manière chronique. Mais c'est cette peur de pleurer, cette peur de vivre des émotions, cette peur de la tristesse. Et en fait, bah ouais, ce livre, Mon amour, Astrid Desbordes, est absolument magnifique. Et le deuxième livre aussi, c'est Peut-être. Alors, je sais plus l'auteur, mais c'est un livre pour enfants qui s'appelle Peut-être et qui est aussi magnifique. Pareil pour les enfants et pour les adultes. Mais la base de la base, c'est quand même Le Petit Prince. Tout est déjà dans Le Petit Prince. Syntex, c'est un génie. Il n'y a pas un mot qui est là par hasard dans Le Petit Prince. Il n'y a pas une virgule qui est là par hasard. Et c'est passionnant c'est un vrai travail d'enquête pour moi d'analyser ce livre et d'y mettre de la poésie dans mon analyse aussi. Et tu vois, bah, au début du livre, je donne juste un petit exemple pour que on a tous ce livre dans la bibliothèque, Le Petit Prince, peut-être même qui est derrière toi là. Mais en fait, les gens l'ont pas lu ou alors l'ont lu à moitié, la plupart en fait, et n'ont pas compris ce livre. Alors qu'en fait, euh, bah, si tu veux, au début du livre, le petit prince apparaît devant Syntex qui est penché sur son moteur d'avion, et c'est comme si la foudre avait mis Syntex sur ses pieds. À la fin du livre, le petit prince se fait mordre par le serpent à la cheville et remonte sur B612, son astéroïde. Euh, et en fait, euh, et en fait, ça fait comme si un éclair jaune était venu le mordre à la cheville. Foudre et éclair jaune, c'est pas un hasard. C'est pas, et tout ce livre, il est comme ça, en fait. Entre le début et la fin, enfin, il y a des ponts, des parallèles à faire dans tous les sens dans le livre. Il n'y a pas un mot qui est là par hasard. Et si on peut encore extrapoler en allant encore plus loin, et là, on va commencer à fantasmer un peu, mais Syntex, il est mort à bord d'un avion qui s'appelait un Lightning. Voilà, c'est vertigineux de sens et de profondeur, Le Petit Prince. Relisez Le Petit Prince à tout âge. On peut le relire même une fois par an, que ça mangerait pas de pain, quoi. Voilà. Et c'est beau à pleurer, à crever, quoi. C'est tellement beau. Voilà. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Euh, Ouais, c'est pas facile comme question. ben, non, mais j'ai eu, ou par le passé, j'ai souhaité euh, transmettre l'image de celui qui s'est battu, de celui qui s'est vraiment dépouillé jusqu'au bout du bout. J'ai voulu changer le monde aussi, transmettre des messages. Et après, j'ai compris que bah oui, tu peux pas changer les gens, tu peux pas sauver les gens, tu peux pas sauver des gens ou changer des gens, même si c'est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon amoureuse, mon enfant. J'ai pas d'enfant, mais, euh, mais tu peux pas changer les gens s'ils en ont pas envie. Et au contraire, c'est s'épuiser.
avec mon niveau de santé qui est quand même fragile, tu peux même en crever en fait. Tu essayes de sauver des gens, porter des gens à bout de bras qu'on n'a pas envie et qui rament de toute leur force dans l'autre sens. Et, euh, et en fait, je pense que non, je sais pas si j'ai un souvenir que je veux laisser sur Terre, même si le prochain bouquin que j'écris après Le Petit Prince, là, c'est celui de mon histoire à moi que je vais raconter. Euh, mais en fait, ouais, ce que je te disais, je te parlais de mourir avec le sourire, avec un petit sourire sur les lèvres. Et je pense que, ouais, s'il devait y avoir une trace que je voulais laisser, c'est ça peut-être, tu vois, juste ce sourire. Rien à dire, rien à faire, rien à comprendre, enfin, juste le sourire. Sans même, sans bouquin, sans conférence, sans rien, juste un sourire au moment où j'expire, où je rends mon dernier souffle. Et, euh, et je pensais à un autre truc, mais ouais, juste ce sourire et ce serait déjà bien comme trace. Et ouais, c'est tout simplement. Simplement. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, j'ai oublié, c'est pas important. Ok, c'est pas grave. C'est que ça devait pas sortir, amour de soi, tu vois. C'est ça l'amour aussi. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Ah, anecdote de sport. Du coup, j'ai pas travaillé la question, mais ouais, franchement, un truc balèze, hein, que, allez, une belle histoire. L'année dernière, j'ai fait le GR10 dans les Pyrénées, pas en entier. Je suis allé de Banyuls aux Granges d'Aston, à côté de Sanary-Soulan. Puis il y avait pas assez de fleurs, c'était trop bas le GR10, donc je suis rentré chez moi. Et en fait, je suis passé au lac des Bouillous. Après Super Bolker, je sais pas si tu connais là-bas, Non. Font-Romeu, tout ça. C'est super beau, déjà le lac est magnifique. Et en fait, on monte, le GR5 il monte au col d'après, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, sur le sentier, d'abord, j'ai vu, une seule fois, j'ai vu un lys des Pyrénées, une fleur jaune qui est magnifique, qui sent pas bon, mais qui est magnifique. Et je l'avais jamais vue cette fleur encore. Pourtant, j'ai déjà pris toutes les fleurs des Alpes en photo. Et du coup, j'étais émerveillé de ça, émerveillé aussi de ma rencontre avec une fleur que j'adore. Moi, c'est les réponses. RAIPON, c'est comme la princesse Disney. C'est une petite fleur violette qu'il y a en montagne, à 2500 mètres par là. Et c'est une fleur qui a des bouclettes magnifiques. Enfin, on dirait une reine, une couronne de princesse, une danseuse étoile. Enfin, elle est magnifique cette fleur. J'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le bleu, tu vois. Et là, ce jour-là, je vois cette fleur au bord du sentier. En fait, elle n'était pas bleu-violette, elle était blanche. Et je me suis dit, mais waouh, truc de ouf, anomalie génétique, albinos, machin. Je commence à partir dans un trip, puis en fait, je me dis, mais arrête, parole impeccable. Bah ouais, merveille de la nature, robe de mariée, unique au monde, cadeau extraordinaire, quoi. Et puis j'étais là, j'étais comme un dingue, comme le petit prince avec sa rose, là, sur son astéroïde. Je dis, putain, mais je n'avais qu'une, et c'est moi qui l'ai vue, et j'avais jamais vu ça avant, tu vois. Et je l'ai pris en photo et tout, puis je continuais à marcher. Puis le soir, j'ai dormi, c'était le 14 juillet, j'ai dormi après le col, là, dans un alpage. Il y avait des chevaux, des chevaux comtois, je pense, sauvages, avec juste des cloches autour du cou. Il n'y avait pas de clôture. Et je me suis lavé dans le ruisseau avec les têtards. Enfin, j'ai planté ma tente, j'ai pris mon casse-dalle, et j'ai regardé le coucher de soleil. Et les chevaux étaient venus me voir, et le petit poulain. Ben, au début, j'ai vu qu'il y avait des chevaux. Je dis non, mais c'est pas vrai, il y a des chevaux. Et je les prends en photo de loin. Et puis, le petit poulain, il est venu jusqu'à ma tente. Il voulait manger mon panneau solaire. Je l'ai caressé. Et je me dis, mais c'est Spirit les talons des plaines, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est ça le bonheur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Les gens, on est le 14 juillet, ils sont en train de cramer des bagnoles en bas et de faire péter des pétards. Et moi, je suis là. Mais je suis fin bien, quoi. Et, enfin, souvenir de dingue. Qui tellement où j'en chiale, tu vois, ce genre de moment, j'en chiale. Et c'est bon de pleurer. D'ailleurs, tu vois, j'en rajoute une couche, mais quand je regarde des films ou quoi, pour moi, quand on est ému, il faut pas bloquer ici dans la gorge. Il faut pas retenir avec une boule. L'émotion, là, quand on a envie de pleurer, qu'on est ému, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On peut s'offrir le cadeau d'expirer, de tout lâcher. Et c'est ça qui est trop bon.
il y a que dans ce moment-là qu'on peut vivre ça. Et ça, ce serait gâché que de bloquer dans la gorge cette émotion de ces pleurs, en fait. Et donc, le lendemain de ce jour-là, là, au Bouillouse, le lendemain, je continue à marcher, puis là, je vois 3 réponses blanches. Je me dis, merde! Ah, j'étais dégoûté, en fait, parce que, puis je dis, merde, mais elle était pas unique au monde, alors, la première, hein. Et du coup, toi, c'est marrant, c'est marrant comme on s'attache aussi à un truc, alors que, voilà, il y en avait pas qu'une, il y en avait 4, et peut-être que j'en reverrai plus tard, hein, peut-être que j'en reverrai cet été, des blanches, et en tout cas, j'y ouvrirai les yeux, en tout cas. Voilà. Mais, petite anecdote, hein, le kiff de mon été dernier sur le GR10. Ok, bah écoute, je te remercie pour ce partage et bah merci, un grand merci pour l'ensemble de cet échange. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 4 heures sans problème. Pour finir, peut-être pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, Facebook, LinkedIn, Instagram, Paul Fontaine ou Paul Fontaine conférencier. Et voilà. Puis après sur YouTube, j'ai plusieurs conférences qui sont en ligne. J'ai fait plusieurs conférences TEDx. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah tiens, au Palais des Congrès à Agde le 10 octobre, hein, je fais une conférence. Puis grand public, ce qui est assez rare. Et puis bientôt en librairie, voilà. Pour mon livre dans la liste du Petit Prince là. Et puis j'espère l'année prochaine avec mon histoire, avec tout ce que je t'ai raconté là et plus encore. Voilà. Ça marche. Et bah écoute, sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et beaucoup, beaucoup de réussite pour la suite. Merci infiniment, Elodie. Merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.